Bienvenue chers visiteurs. Cette fois, nous n'allons pas vous parler de n'importe quel char, mais du premier char opérationnel de l'histoire, l'emblématique Mark I britannique. Né dans la boue et le chaos de la Première Guerre mondiale, ce monstre d'acier a révolutionné le champ de bataille et laissé à jamais son empreinte dans l'histoire militaire. Si l'on peut remonter jusqu'à Léonard de Vinci pour trouver les premières traces d'idées de machines de guerre protégées et armées de canons, ce n'est qu'avec la révolution industrielle et la Première Guerre mondiale que l'on imagine sérieusement la création de tels engins. Lorsque la guerre débute en août 1914, l'armée allemande applique le plan Schlieffen, envahissant la Belgique pour contourner les forces françaises regroupées le long de la frontière franco-allemande et foncer sur Paris. Mais si au début l'avance est très rapide, elle est stoppée dès le mois de septembre avec la première bataille de la Marne, une bataille qui en seulement 7 jours met hors de combat 227 000 Français et 256 000 Allemands. L'état-major allemand sait que le nombre joue contre eux, et dès octobre, ils abandonnent la guerre de mouvement pour s'enterrer dans leurs tranchées. En face, les Alliés font de même. Sur un front qui s'étend de la côte belge à la frontière suisse, apparaissent d'interminables réseaux de tranchées, hérissés de hauts barbelés et parsemés d'innombrables mitrailleuses qui taillent en pièces les attaquants. De plus, les bombardements constants associés au mauvais temps transforment le champ de bataille en un vaste océan de boue. Sans autre alternative, les armées se retrouvent à lancer tour à tour des assauts aussi sanglants qu'inutiles, où des milliers d'hommes perdent la vie pour, au mieux, quelques mètres gagnés. Rapidement, inventeurs, officiers et ingénieurs de tous horizons se lancent dans la conception d'engins blindés capables de sortir la guerre de l'impasse. Bien connus pour ne rien faire comme les autres, les premiers véhicules blindés britanniques ne viennent pas de l'armée, mais de la marine, et plus précisément du Royal Navy Air Service. À la fin de l'été 1914, Charles Romney Sampson, chef de l'escadron RNAS d'Eastchurch qui manque alors d'avions, s'inspire des voitures blindées belges et bricole des voitures civiles en leur ajoutant blindage et mitrailleuses. Ce genre d'engin bricolé est également utilisé par le RNAS au début de la guerre pour mener des raids d'extraction et récupérer ses pilotes tombés derrière les lignes ennemies. Mais ces véhicules à roues faiblement blindés ne pouvaient évidemment pas monter à l'assaut des tranchées allemandes. Dès la fin octobre 1914, le lieutenant-colonel Ernest Swinton a l'idée d'un véhicule blindé équipé de chenilles, en s'inspirant des tracteurs américains Holt que l'artillerie utilise pour tracter ses canons. Son idée remonte jusqu'au Lord Kitchener, ministre de la guerre, mais elle est rejetée car on la juge trop vulnérable à l'artillerie. Cependant, Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, qui connaît l'intérêt du RNAS pour ce genre de véhicule, demande la création d'une commission d'études. Il va même jusqu'à expliquer qu'il est fort possible que les Allemands travaillent déjà sur ce type de véhicule. Ce qui est faux. Les Allemands ne s'intéresseront aux chars qu'après avoir affronté ceux des Britanniques en 1916. Le 17 février 1915, des essais sont menés avec un tracteur Holt tirant une remorque chargée, censée simuler le poids du blindage et de l'armement. Cette méthodologie, assez douteuse, associée à une météo difficile, donne des performances très médiocres. Cela conforte Kitchener et le ministère de la Guerre dans l'idée que ce genre d'engin n'a aucun avenir. De toute façon, la guerre doit se terminer dans quelques mois alors, quel intérêt ? De son côté, Churchill n'abandonne pas et forme très discrètement le même mois le Landship Committee, composé d'officiers de marine, d'hommes politiques et d'ingénieurs pour étudier l'idée de Swinton et d'autres. En juin 1915, on confie à Wilson des recherches sur des châssis articulés, à partir de 2 tracteurs Bullock Creeping Grip Caterpillar importés des États-Unis. Mais les premiers concepts n'aboutissent sur rien de concret. Les choses commencent à avancer avec la Lincoln Machine de William Triton. La commission le charge de concevoir un nouveau prototype basé sur le Bullock, mais 2 fois plus petit. Le corps de l'engin est constitué d'une caisse en plaque de fer avec une fausse tourelle, et pour améliorer la stabilité, une queue articulée est fixée à l'arrière. La construction commence le 11 août 1915, mais en septembre, les essais montrent que les chenilles sont trop étroites, ont tendance à sauter et manquent d'adhérence.
Triton et Wilson reprennent alors les recherches. Après de nombreuses expérimentations, l'engin est renommé Little Willie. Ce modèle, beaucoup plus simple, introduit les chenilles qui seront reprises sur tous les chars britanniques de la guerre. Mais alors même que la Lincoln Machine poursuivait ses essais, Wilson eut l'idée qui devait se révéler déterminante. L'un des gros problèmes de la Lincoln Machine est son manque de stabilité, risquant de se renverser dès qu'elle tente de franchir un talus de plus de 80 cm, ce qui s'annonce mal pour traverser le terrain chaotique de la Première Guerre mondiale. Wilson reprend alors le concept de la Lincoln Machine mais installe des chenilles sur toute la hauteur de l'engin, donnant ainsi naissance à la forme rhomboïdale qui deviendra emblématique des chars britanniques. Les avantages sont évidents et la commission se montre enthousiaste. Wilson et Triton poursuivent alors le développement. Ils suppriment la tourelle pour réduire la hauteur et abaisser le centre de gravité et l'armement est alors placé dans les casemates de chaque côté du char. Le prototype est achevé le 3 décembre 1915 et prend le nom de Mother, la mère d'une arme nouvelle qui révolutionnera la guerre. Si la désignation officielle de ce type d'engin est alors Landship, un terme qui reflète parfaitement le concept de cuirassé terrestre et le fait qu'il est mis au point par la marine, il est vital de cacher l'existence de cette toute nouvelle arme. On explique alors aux ouvriers qui travaillent dessus qu'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de l'eau, un water tank. Le tank est né. Le 29 janvier 1916, Mother passe avec succès les tests, franchissant sans problème un parcours d'obstacles particulièrement difficile, y compris une tranchée de 2,74 m. Si Kitchener reste toujours aussi peu convaincu, qualifiant l'engin de « joli jouet mécanique », le reste des observateurs n'est pas du même avis. Ainsi, le 12 février, une première commande de 100 chars est passée. Le Mark I est identique au Mother. Une grande boîte de 9,91 m de long, 4,19 m de large et 2,49 m de haut, le tout pour un poids de 28 tonnes en conditions de combat. Il est propulsé par un moteur Daimler 6 cylindres de 105 chevaux monté en position centrale et issu des imposants tracteurs Foster-Daimler. Ce moteur permet au Mark I d'atteindre une vitesse maximale de 6 km/h sur route et 3 km/h en tout terrain. Le moteur est alimenté par gravité grâce à un réservoir de 50 litres placé en hauteur dans le compartiment de combat. Cette conception simple présente néanmoins de nombreux problèmes. L'arrivée d'essence peut s'interrompre lorsque le char s'incline, obligeant l'équipage à remplir manuellement le carburateur pour redémarrer, et le risque d'incendie est élevé si un obus touche la partie supérieure du char. De plus, les gaz d'échappement sont évacués par de simples tuyaux menant à des ouvertures dans le toit, générant un bruit assourdissant. Lors de la première utilisation des Mark I au combat, le bruit était si important que les Britanniques firent tirer l'artillerie pour tenter de masquer leur approche. Finalement, des ateliers de campagne bricolèrent des pots d'échappement avec silencieux pour atténuer ce problème. La forme en losange du Mark I fut spécialement conçue pour traverser les tranchées. Sa taille lui permet de gravir les obstacles de 1,47 m de haut et de franchir des tranchées de 3,78 m de large. Les flancs légèrement arrondis facilitent également la rotation sur sol dur. Cependant, diriger ce char s'avère terriblement difficile. Il faut freiner ou mettre au point mort l'une des chenilles et enclencher une vitesse sur l'autre, une manœuvre qui demande la coordination de pas moins de 4 hommes. Le conducteur gère la boîte de vitesse principale, le chef de char s'occupe des freins et 2 mécaniciens débrayent ou freinent les chenilles respectives. Le bruit assourdissant à l'intérieur rend toute communication verbale impossible, forçant l'équipage à utiliser des gestes. Autant dire que ce char n'était pas réputé pour sa réactivité. Pour de légers ajustements de direction, une solution plus simple avait été imaginée, une queue de direction. Inspirée par la marine, cette queue de direction se compose de 2 roues montées sur un essieu, contrôlées par un volant depuis le poste de pilotage. Elle était censée jouer un rôle similaire à celui d'un gouvernail, améliorant la stabilité et la manœuvrabilité du char. Elle augmentait également la longueur totale du char, permettant de franchir des tranchées plus larges avec une capacité passant de 3,30 m à 3,78 m.
La queue pouvait être relevée pour les déplacements sur terrain plat et servait aussi pour transporter du matériel. Si le système fonctionnait bien lors des tests, ça se révéla tout autre au combat. La queue s'enlisait facilement dans la boue et était extrêmement vulnérable aux tirs d'obus, devenant rapidement un poids mort. Elle fut démontée dès les premiers engagements fin 1916. Le Mark I dispose d'un blindage de 12 mm à l'avant, 10 à l'arrière, 8 à 10 sur les côtés et 6 sur le dessus et le dessous. Bien que faible, c'était conforme aux standards de l'époque. Il était techniquement très difficile de faire mieux avec un engin aussi volumineux. Avec un poids de déjà 28 tonnes et une vitesse de seulement 6 km/h, un blindage plus lourd n'aurait fait que le ralentir encore davantage, sans parler des problèmes pour se mouvoir sur terrain meuble. Les plaques de blindage sont fixées à l'aide de cornières rivetées. Cependant, ces rivets non blindés se brisaient facilement sous l'impact des projectiles, projetant des fragments dangereux à l'intérieur du char. De plus, le blindage lui-même était de mauvaise qualité. Si c'était suffisant pour résister aux armes légères au moment de son introduction, il était vulnérable face à l'artillerie. Lorsque les Allemands découvrirent cette faiblesse, ils développèrent la balle inversée. Cette cartouche de Mauser modifiée contenait plus de poudre et utilisait une balle montée à l'envers. L'objectif n'était pas d'augmenter la pénétration, mais de déformer le blindage pour projeter des éclats susceptibles de blesser ou tuer l'équipage. C'est l'ancêtre de la célèbre balle K introduite à la moitié de l'année 1917. Initialement, les chars Mark I étaient équipés d'une structure inclinée en bois ou en métal sur le toit recouverte d'un grillage ou d'une toile. Ce système devait empêcher les grenades à main de rester sur le toit et d'y exploser. Cependant, cette structure se révéla encombrante, fragile et peu efficace et fut rapidement abandonnée après les premiers combats. L'armement principal du Mark I comprend 2 canons de marine de 57 mm longs de 40 calibres. Ces canons, provenant des stocks disponibles, avaient l'avantage d'être compacts, dotés de munitions à fort pouvoir explosif et immédiatement disponibles en grande quantité. La portée maximale du canon était de 3700 mètres, mais montée sur un char, elle se limitait à quelques centaines de mètres en raison des contraintes de visée et de terrain. Ces canons étaient montés dans de larges casemates latérales, profilées en biseau vers l'avant. Chaque casemate abritait également une mitrailleuse Hotchkiss de 7,7 mm. Difficile de ne pas y voir un lien avec les sabords saillants que l'on retrouve sur les navires de guerre. Sur la Lincoln Machine, les Britanniques avaient envisagé une tourelle, mais l'idée fut abandonnée en raison du poids ainsi que de l'augmentation de la hauteur, rendant le char trop visible et vulnérable. Ça simplifiait également sa conception. Les casemates latérales élargissaient considérablement le char, rendant son transport ferroviaire problématique. Pour passer dans les tunnels et sur les voies étroites, ces casemates pouvaient être démontées et remontées sur place. Bien que cette opération était loin d'être facile, chaque casemate pesant plus d'1 tonne. Au combat, il s'avéra également que les canons étaient trop longs, heurtant facilement le sol et les obstacles. Une 3e mitrailleuse Hotchkiss était également montée à l'avant du char. Initialement, tous les Mark I devaient être armés comme le Mother, avec des canons et des mitrailleuses. Cependant, Ernest Swinton réalisa rapidement que cette configuration posait problème. Les angles de tir des canons limitaient leur efficacité dans certaines situations et en cas d'assaut par l'infanterie ennemie, les chars risquaient de manquer de défense rapprochée. Pour résoudre ce problème, Swinton proposa le concept de chars mâles et femelles. Les chars mâles équipés de canons étaient destinés à pilonner les défenses ennemies. Les chars femelles, remplaçant les canons par 2 mitrailleuses Vickers, bénéficiaient d'une cadence de tir plus élevée et d'un champ de tir élargi, leur permettant de protéger les chars mâles contre l'infanterie et de pourchasser les fantassins en fuite. Au final, sur les 150 Mark I fabriqués, la moitié étaient des femelles. L'équipage est composé de 8 hommes, un chef de char, un pilote, 2 mécaniciens pour gérer les chenilles, 2 mitrailleurs et 2 artilleurs. Il est surprenant qu'il n'y ait pas de préposé aux munitions, chaque tireur devant approvisionner lui-même son arme, alors que dans les autres chars lourds de la guerre, 1 ou 2 autres chargeurs étaient affectés à cette tâche. Comme dans tous les chars de cette époque, les conditions de vie à l'intérieur étaient extrêmement difficiles.
Le moteur n'était pas séparé de l'équipage et il n'y avait aucun système de ventilation. Cela signifiait que l'atmosphère était rapidement polluée par le monoxyde de carbone, les vapeurs de carburant et d'huile, ainsi que les fumées des armes, provoquant étourdissement et perte de connaissance. Ajoutez à ça que le bruit était assourdissant, la température pouvait atteindre les 50 degrés et la luminosité était très faible, les seuls rayons de lumière pénétrant l'intérieur provenant des rares fentes de vision. L'absence de suspension rendait le tout encore plus insupportable, chaque secousse de l'engin étant ressentie. Concernant la communication avec l'extérieur, des tests furent faits avec des radios, mais en raison du bruit et des fortes vibrations, celles-ci s'avérèrent inutilisables. Par conséquent, les chars ne pouvaient communiquer avec le commandement qu'en utilisant 2 pigeons voyageurs qui avaient leur propre trappe sur les flancs du char. Pour la communication entre les chars, des fanions de couleur étaient utilisés. Le prototype Mother est testé en janvier 1916 et le 12 février, la première commande de Mark I est passée. L'armée prévoit de former 6 compagnies, chacune équipée de 25 chars, mais reste à former les équipages. Début mars, Swinton est chargé de cette tâche et recrute des volontaires provenant de toutes les branches de l'armée, de l'aviation à la marine en passant par la cavalerie. Douglas Haig, qui commande la force expéditionnaire britannique sur le front occidental depuis fin 1915, est très intéressé par ces engins blindés et souhaite les utiliser le plus tôt possible. Il prévoit de les déployer dès le début de la bataille de la Somme le 1er juillet. Cependant, la production prend beaucoup de retard, si bien que les premiers chars n'arrivent pour l'entraînement qu'en août. Début août, Haig estime que la défense allemande sur le front de la Somme s'affaiblit. De plus, l'offensive Brusilov occupe les forces de l'Axe à l'Est et les Allemands sont empêtrés dans la bataille de Verdun. Pour Haig, il est crucial de profiter de cette situation pour effectuer une percée décisive, renouer avec une guerre de mouvement et mettre fin au conflit avant la fin de l'année. Il planifie alors d'utiliser les chars lors de l'attaque franco-britannique prévue pour la mi-septembre. Et ce, malgré le faible nombre de chars disponibles et le fait que les équipages n'ont que quelques semaines pour s'entraîner sur ces engins totalement nouveaux. Dès le départ, cette décision est critiquée. Les concepteurs du char, dont Swinton lui-même, mettent en garde contre un déploiement précipité alors qu'ils ne sont pas encore au point et manquent cruellement de fiabilité. La France fait également pression pour que les Britanniques attendent que les chars soient disponibles en grand nombre, avant de révéler leur existence aux Allemands. Rappelons qu'au même moment, la France travaille au développement du Schneider CA1. Mais malgré ces avertissements, les Mark I sont déployés pour la première fois le 15 septembre 1916 lors de la 3e offensive de la bataille de la Somme dans le secteur de Flers-Courcelette. En plus d'être une première mondiale, et donc personne ne sait comment les utiliser ni comment ils vont se comporter, les conditions étaient loin d'être optimales. Les équipages n'ont reçu qu'un entraînement sommaire. Les chars sont peu fiables et dispersés sur un terrain peu favorable. La météo a limité la reconnaissance aérienne, ce qui fait que l'on ignore où se trouvent précisément les points fortifiés. La préparation d'artillerie a peu d'effet, et pour couronner le tout, il s'agit du secteur le plus solide. Avant même le début de l'attaque, la situation des chars n'est pas brillante. Sur les 49 Mark I présents en France, seulement 36 atteignent la ligne de front. Une fois l'attaque lancée, ils subissent des problèmes mécaniques, se retrouvent bloqués dans des trous d'obus ou sont touchés par les tirs d'artillerie allemande. Ainsi, seuls 9 réussissent à percer les lignes allemandes. Le lendemain, il n'en reste que 3 opérationnels. En revanche, l'impact psychologique sur les soldats allemands qui ne disposent d'aucune arme efficace contre eux est redoutable, semant la panique dans leurs rangs. La bataille en elle-même se solde par une victoire britannique, les troupes réussissant à s'emparer de la zone vallonnée de Flers. Mais à l'échelle du front, ça n'a aucun réel impact. Les chars eux-mêmes ont eu un rôle presque anecdotique en raison de leur faible nombre. Devant cette situation, Haig est fortement critiqué pour avoir déployé cette nouvelle arme bien trop tôt, révélant son existence aux Allemands qui, une fois la surprise passée, prennent rapidement des mesures. Pour Churchill, une grande victoire grâce à l'utilisation massive de chars a été gâchée par la décision de Haig.
Ce dernier se défend en faisant valoir qu'étant donné l'importance de cette bataille, qui selon lui aurait pu être un tournant majeur de la guerre, il était parfaitement normal d'utiliser tous les moyens disponibles pour l'emporter. Mais si l'utilisation des Mark I au combat a été clairement précipitée et leur bilan très mitigé, il est également vrai qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de se déplacer dans le No Man's Land sous le tir des mitrailleuses et de l'artillerie, de traverser les barbelés et les tranchées tout en détruisant les fortifications et les nids de mitrailleuses ennemies. Aucune autre arme ne pouvait faire ça. La bataille de Flers-Courcelette fut riche d'enseignements, permettant aux Britanniques d'améliorer leurs chars et leurs tactiques. Ils prirent conscience que les chars devaient obligatoirement agir en coopération avec l'infanterie et l'artillerie plutôt que d'être perçus comme une arme capable de remporter seule la bataille. Pour faire un parallèle avec la marine, c'est comme un cuirassé qui a besoin de navires d'escorte pour le protéger. Désormais, les chars doivent ouvrir la voie à l'infanterie et détruire les points fortifiés, tandis que l'infanterie a pour mission de les protéger et d'exploiter les percées. Il est également primordial de concentrer les chars sur un seul point pour percer les défenses. Haig croit tellement dans les chars qu'après cet engagement pourtant décevant, il en commande immédiatement 1000 autres. On en profite alors pour améliorer le Mark I avec les Mark II et III. Avec l'arrivée de modèles plus perfectionnés, les Mark I sont progressivement retirés des premières lignes. Certains sont convertis pour le transport de matériel ou comme véhicules radio. L'idée d'en faire une station radio mobile était particulièrement novatrice pour l'époque, mais souffrait des limitations techniques de l'époque. La radio ne pouvait effectivement être utilisée qu'à l'arrêt et après avoir érigé un grand mât. Les Mark I, II et III restèrent en première ligne jusqu'à la bataille de Cambrai en novembre 1917. Mais ils étaient déjà largement éclipsés par le Mark IV, introduit en 1917, qui fut produit à 1220 exemplaires, devenant le char britannique le plus produit de la guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.